On Air Radio, 100% on the web. Cette semaine, on reçoit Christelle Lebas. Donc, vous allez nous présenter ce qu'est LC Agir, un cabinet donc de formation, de consulting. Oui, tout à fait. Donc moi, c'est Christelle Lebas. Donc j'ai créé LC Agir Consulting en 2022 après une longue période, une longue carrière en tant qu'ingénieur au CNRS. Donc du coup, j'ai fait de la gestion de projet, j'ai travaillé sur de la formation, j'ai travaillé beaucoup sur l'innovation. Et en 2022, je me suis lancée, j'ai créé mon entreprise. Et j'ai quitté la fonction publique, j'ai quitté le CNRS, et voilà. Me voilà aujourd'hui à présenter LC Agir Consulting, donc qui est à Rochefort, au Technopole. J'ai occupé plusieurs postes au CNRS. J'ai commencé par une responsabilité en région sur de la formation, donc accompagner les projets innovants, les projets des chercheurs au niveau de la formation. Donc comment on peut les équiper au niveau de la formation pour qu'ils restent à niveau, pour qu'ils aillent se former sur des outils. Et puis gérer aussi la carrière des agents, parce que c'est la fonction publique, donc du coup il y a des agents qui doivent être formés. Et au CNRS, effectivement, je suis resté plus de 20 ans, on y voit beaucoup de choses dans les laboratoires, toutes les innovations, donc la recherche fondamentale et aussi appliquée. Donc la recherche fondamentale, c'est tout ce qui concerne la physique, chimie, qui va donner ou autre, qui donnera les évolutions aujourd'hui, notamment aussi pour le numérique. Et donc au CNRS, c'est plus de 20 000 agents, c'est énormément de laboratoires. Et puis donc c'est le fleuron de la recherche en France. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer LC Agir ? Moi, j'ai une carrière, j'ai plus d'une trentaine d'années d'expérience, de parcours. Donc, du coup, j'avais envie de mettre toute cette expérience où j'ai dirigé des centres de formation. Je suis pas toujours restée au CNRS, j'ai fait d'autres choses à côté. J'ai dirigé des centres de formation, j'ai travaillé pour l'université, les grandes écoles. Et j'avais juste envie de mettre toute mon expérience dans autre chose, en fait, de quelque chose de plus agile, de plus souple. C'est pour ça que j'avais envie de proposer mes prestations, de faire des prestations en fonction de ce que j'imaginais être le besoin des entreprises et le besoin du coup d'accompagnement. Donc je me suis lancée dans un premier temps sur une certification bilan de compétences pour faire du bilan de compétences et de l'accompagnement à la fois des jeunes jusqu'aux seniors. L'idée, c'était vraiment de mettre toute mon expérience métier sur la compréhension de qui on pouvait être et ce que l'on pouvait faire dans la vie. Comment ça se passe un bilan de compétences ? Est-ce que, ça s'adapte à chacun, est-ce qu'il y a différents types de bilans de compétences qu'on peut passer ? Est-ce que ça évolue, les techniques ? Oui, alors le bilan de compétences, à l'origine, on doit être certifié pour être consultant en bilan de compétences. C'est aujourd'hui obligatoire. On a des bilans de compétences qui sont des bilans de compétences qui vont être financés par le CPF, donc qui durent entre 16 et 24 heures. Donc pour moi, c'est un bilan qui est 16 heures face à face, donc sur 3 mois. Donc c'est long, c'est par 2 heures. Et on construit, ça se passe en trois étapes. On construit d'abord, on va voir le parcours, c'est un pas de côté sur soi. Après, on travaille sur ce qu'on a fait, notre profil plutôt professionnel. Et après, on va tester au niveau professionnel sur le terrain, voir si ça correspond bien à ce qu'on a envie de faire, etc. Et on fait des retours avec le consultant jusqu'à ce qu'on arrive à la voie qui nous correspond. Donc, il y a ce bilan de compétences qui est un bilan de compétences soit parce qu'on a juste envie, on ne sait pas trop où on va, on cherche sa voie, soit de reconversion après un certain temps d'exercice, on peut avoir envie de changer. Et puis après, il y a des bilans de compétences qui sont faits aussi sans le CPF, juste sur mesure. Donc du coup, on peut se dire, c'est un bilan qui peut être plus court ou plus long, mais qui est autofinancé pour correspondre exactement à un besoin. Et après, il y a des bilans professionnels qui sont financés, eux, par les entreprises. Un bilan de compétences, on peut le faire bien sûr pas qu'à un seul moment de sa vie, on peut le faire à 18 ans, on peut le faire à 30 ans. Vous voyez des évolutions souvent ou parfois des personnes qui ont déjà fait des bilans de compétences et quand ils le refont, ils sont parfois étonnés du résultat. Oui, alors il y a le bilan de compétences qu'on fait à un certain âge, le bilan de compétences qu'on fait après plusieurs expériences, et puis il y a des accidents de la vie aussi qui font qu'on voit les choses différemment, on voit les métiers différemment, et puis on a des besoins différents aussi. Donc du coup, entre un bilan fait à 30 ans et un bilan fait à 50, il y a le parcours de vie qui a joué beaucoup.
Et puis il y a des choses qu'on assume plus, des orientations qu'on découvre et qu'on assume. Est-ce que dans les bilans de compétences avec les jeunes, il y a des interrogations récurrentes qui se retrouvent chez eux ? Pour les bilans de compétences avec les jeunes, c'est surtout le parcours. Enfin, j'ai fait des choses. J'ai une anecdote assez rapide. Quand j'étais en direction de centre de formation par apprentissage, donc il y a quelques années, j'avais eu des jeunes qui avaient fait un parcours de formation supérieure assez brillant. Ils étaient diplômés, master, voire en doctorat. J'avais un docteur et qui est reparti, un docteur en sciences, et qui est reparti et qui est devenu glacier, en fait, artisan glacier. Et il a développé son activité dans les îles parce que il a fait des études peut-être au regard de ce qu'on lui demandait, que la société demandait ou les parents demandaient, ou de ce qu'il avait comme vision de ce que devait être un apprentissage ou la vie au niveau des études. Et finalement, il s'y est pas retrouvé. Il a eu beaucoup de plaisir à ses études, mais au moment de prendre un poste, il a essayé, ça lui plaisait pas. Du coup, il est reparti, il est venu faire sa formation, un CAP glacier, artisan glacier, et il est parti faire des glaces. Donc c'est des reconversions parfois très très inattendues, mais que le bilan accompagne la prise de risque et la prise de décision. C'est pas facile en même temps pour les jeunes de savoir exactement ce qu'ils veulent faire et de s'engager dans une voie, même si on est passionné par quelque chose, d'être dans la réalité d'un métier. Après, ça change beaucoup de choses. On change aussi, on ne s'est pas arrivé à 18 ans, la majorité, que ça y est, on est totalement construit. Ça évolue énormément dans les années qui suivent, on évolue toute sa vie, donc c'est aussi normal finalement que ce genre de choses interviennent. Après, est-ce que peut-être dans le système français, le fait de faire des études pendant 5 ans, ne pas prendre d'année de césure pour beaucoup de personnes, ça fait aussi que des fois on s'engage dans des voies et à la fin, finalement, quand on est dans la réalité d'un métier, on voit les choses un peu différemment. On a besoin d'expérimenter, hein. Quoi qu'il arrive, quand on est jeune, on a besoin d'expérimenter, on a besoin de faire des choses. Et puis aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, entre ma génération et la génération aujourd'hui, je donne des cours aussi dans des écoles, des grandes écoles, et je vois, j'ai aussi un fils, et du coup, la réalité est aussi qu'on fait des études en se disant que ces études, elles sont pas définitives. Nous, quand on se formait, on se disait, on rentre dans un métier, on rentre dans une entreprise, c'est pour y rester. C'est pour ça que je suis resté 20 ans au CNRS, plus de 20 ans au CNRS, parce que c'était un peu dans ma culture, quoi. Je suis rentré, j'ai passé des concours, en plus le concours était quand même un peu de haut niveau, du coup on se dit on a quand même un peu beaucoup travaillé pour y arriver, et aujourd'hui plusieurs fois où je vois des jeunes qui s'engagent sur des études en se disant mais après l'expérience, les rencontres, mes envies me mèneront peut-être sur autre chose, et c'est pas grave, au contraire c'est bien de pouvoir expérimenter. Aujourd'hui les passerelles permettent ça déjà, et les passerelles au niveau scolaire, universitaire, ça permet ça, et puis aussi on accompagne beaucoup les reconversions, c'est-à-dire avec des formations professionnalisantes, diplômantes, courtes. Et ça permet de reprendre des formations, au lieu d'y passer 3 ans, de refaire peut-être 1 an de formation un peu plus intensive pour changer de métier. Donc du coup, je trouve que aujourd'hui, on a un paysage au niveau d'accompagnement des métiers qui est des jeunes et des moins jeunes, pour tout le monde, qui est très très intéressant, qui permet de faire de ces passerelles et de faire un parcours de vie avec plein d'expériences. La diversité est intéressante et je rebondis sur ça parce que j'utilise beaucoup la diversité à côté, je fais aussi du consulting en gestion de projets innovants. Donc je travaille sur le design thinking, l'agilité. Et dans l'agilité et le design thinking, justement, on travaille beaucoup sur la diversité du public, la diversité des groupes projets, des équipes projets, pour avoir la richesse de la créativité et du collaboratif. Avoir des profils très différents permet de faire un groupe très très riche. Et on a ça dans la gestion de projet avec le design thinking notamment. Est-ce que vous pourriez justement un petit peu développer ce qu'est le design thinking ou la méthode agile ? Donc ce sont des méthodes de gestion de projet. Après, je vais faire vraiment très court parce que c'est... Oui, c'est long à expliquer. Voilà. Ce sont des méthodes de gestion de projet qui sont destinées pour des projets innovants. Donc j'accompagne les entreprises à mettre en place des projets innovants. Innovants pour le produit, le service, l'organisation. Par exemple, l'entreprise a quelque chose, un produit qu'elle voudrait faire évoluer, elle sait pas comment s'y prendre, et du coup j'interviens et j'accompagne l'entreprise à monter ce projet. Le design thinking se tourne
essentiellement sur l'utilisateur, le besoin de l'utilisateur et comprendre l'utilisateur pour pouvoir construire avec lui tout au long du projet. Les utilisateurs rentrent dans l'entreprise et co-construisent le projet avec l'entreprise. Donc du coup, ça donne un produit qui correspond exactement à l'utilisateur. Ça, c'est l'essence du design thinking. L'agilité, ça fait partie des méthodes agiles aussi, le design thinking. Et l'agilité, c'est la souplesse dans la gestion de projet. En fait, c'est vraiment faire des étapes très courtes, beaucoup d'itérations pour avoir un produit qui évolue au fur et à mesure de l'évolution de l'utilisateur ou des technologies. On peut avoir un projet, par exemple, qui met 3 ans à se monter. Les technologies évoluent, eh bien, il peut intégrer au fur et à mesure les technologies plutôt que d'attendre d'être terminé pour intégrer après, peut-être ou pas, des nouvelles technologies. Donc c'est ça. Et l'accompagnement des jeunes avec le design thinking, c'est super parce que ça permet, par exemple, d'aller voir. Donc je condense le bilan compétences avec les outils du design thinking pour aller comprendre, par exemple, ce que le jeune a fait, son profil, son parcours, ses envies, pour monter son projet de création d'entreprise. Avant d'aller faire des études de marché, de se lancer sur quelque chose qui peut-être ne correspond pas ou marchera pas, on travaille avant tout sur le projet, sur qui on est, pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait développer. Ces techniques-là, elles viennent des États-Unis ? Pour le design thinking, oui, ça vient des États-Unis et ça date de assez longtemps. C'est dans les années 60 que ça s'est mis en place. C'était des designers urbains qui allaient observer ce qui se passait dans les architectures urbaines. Enfin, ce sont des architectes pour comprendre comment les utilisateurs se déplaçaient et utilisaient la géographie, les lieux, pour pouvoir concevoir les lieux adaptés aux utilisateurs et non pas venir mettre des immeubles ou des arbres, etc., qui correspondaient pas à un besoin. Donc ça vient de là, en fait, le design thinking, c'est se mettre à la place de l'utilisateur pour voir vraiment comment est son besoin. Et pour l'agilité, lui, c'est plutôt sa naissance est plutôt dans l'industrie. Ça vient de assez loin aussi. C'est donc des process lean qui viennent de chez Toyota. Je voulais parler maintenant des tests psychométriques parce que vous avez appris à en mener. Vous avez aussi fait de l'art-thérapie, ouais. Si je ne me trompe pas. Est-ce que vous utilisez encore cela dans vos différents entretiens ? Oui, alors j'utilise pour les bilans compétences essentiellement parce que dans les bilans compétences, ou de l'accompagnement des jeunes ou des seniors, on a toute une partie qui est une partie sur soi, sur la compréhension de soi. Et pour se comprendre, il faut faire un pas de côté et regarder les choses avec un peu d'objectivité. Et ces outils permettent d'accéder à cette objectivité sur soi. C'est-à-dire, l'art-thérapie, c'est de parler de soi, de s'observer via ce qu'on appelle un médium, un dessin, de la musique, de la danse, etc. Et c'est de se comprendre via un médium. En ce qui concerne les tests psychotechniques, c'est beaucoup plus... c'est objectif, c'est complètement objectif parce que on passe des tests et après les résultats, soit sont faits par l'IA, c'est des calculs qui nous restituent un profil. Avec plus de 20 ans d'expérience en matière de formation et de gestion de projet, est-ce que vous avez observé des changements notables dans la manière de penser, voire de repenser une entreprise ? Alors, je vois large en pensant notamment au développement du numérique, mais aussi au fait qu'on soit plus sensible à des sujets tels que l'environnement, le bien-être au travail. Ça a beaucoup évolué. Vraiment, moi j'ai vu le basculement à l'arrivée du numérique a changé les pratiques. Vraiment, j'ai... la façon de faire, d'archiver des documents, de communiquer. Vous parliez de communication tout à l'heure. Effectivement, ça a tout changé sur la communication, sur la méthode, sur la façon de faire, mais aussi l'intégration du bien-être au travail. Et ça s'est accentué avec le confinement, la prise de conscience de qui on était, de la place du personnel, de ce que l'on fait au niveau personnel chez soi, de cette place-là, du temps des vacances, du temps d'oisiveté ou d'activité perso, de la place de la famille, est entré dans l'entreprise en fait. Il faut qu'aujourd'hui le travail prenne en considération ce que l'on est aussi en dehors du travail. Et du coup, c'est comme ça que sont nées les semaines de 4 jours pour certaines entreprises. Donc on est vraiment là sur de l'innovation en termes social. C'est comme ça que est apparue aussi une grosse place est laissée à la mise en place de la RSE dans les entreprises. Ces évolutions-là sont très très fortement marquées. Et le développement durable, c'est la prise de conscience avec la RSE de l'impact au niveau climatique de nos actions, de nos actes.
On utilise du papier, on utilise Internet. Comment on fait de l'éco avec Internet, avec Internet ou avec le numérique. Le développement durable dans le numérique, c'est super important. Est-ce que on peut vous retrouver sur certains réseaux sociaux en parlant de communication? Oui. Sur LinkedIn, j'ai bien évidemment ma page et pour moi c'est mon réseau principal. Mais je suis aussi sur Facebook et Instagram. Et puis j'ai mon site internet qui évolue. Et puis bien évidemment parce qu'entre la création de LC Agir en 2022 et aujourd'hui, en 2024, il y a une évolution. C'est comme la gestion de projet et tout le reste. On évolue et on pose nos prestations. Et vous n'êtes pas si loin parce que vous êtes au Technopôle de l'Arsenal, donc à Rochefort, 11 rue Auguste Giral. C'est à même pas 10 minutes à pied d'ici. On peut aussi vous contacter à un numéro de téléphone? Oui, alors vous pouvez me contacter au 06 82 31 74 22. On peut prendre rendez-vous, on peut discuter si vous avez des questions, un projet. Mais on peut me contacter aussi via mon site internet avec une fiche contact et je vous rappelle.